Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre de Quentin Meillassoux, un philosophe français peu médiatisé parce qu'il ne souhaite pas l'être, et qui a écrit un livre qui s'intitule Après la finitude, sous-titré Essai sur la nécessité de la contingence, paru aux éditions du Seuil en 2006. C'est un livre assez connu dans le milieu de la philosophie. Pour vous donner une petite idée, il a notamment attiré l'attention du philosophe slovène Slavoj Žižek, une sorte de superstar de la philosophie contemporaine, ce Žižek. Alors, je tiens à dire que c'est un livre qui est autant remarquable que complexe, et donc qu'il ne faut pas estimer que j'en fais un compte-rendu parfait. Voyez cet exposé comme une introduction à ce livre et, je l'espère, une motivation pour le lire. Le sous-titre était donc Essai sur la nécessité de la contingence. Il faut commencer par rappeler ce que sont que ces concepts. La nécessité, d'une part, c'est le fait de ne pas pouvoir être autrement. Ou, si vous voulez, le fait qu'une chose ne peut pas ne pas être. Alors, prenons un exemple d'emblée. 2 fois 6 font 12, c'est nécessaire, ça ne peut pas être autrement. 2 fois 6, 9 euros, jamais 13, n'ont jamais fait 13. Alors que la contingence, à contrario, c'est le fait pour une chose de pouvoir être autrement. Et pour être autrement, elle aurait pu aussi être autrement, elle aurait pu ne pas être du tout. Par exemple, le fait que vous ayez mangé un morceau de chocolat ce matin de cette tablette particulière, c'est contingent a priori. Pourquoi ? Eh bien, ce chocolat aurait pu ne plus être en stock au magasin la dernière fois que vous y étiez. Ou encore, vous auriez pu en acheter, mais vous auriez pu finir cette tablette hier plutôt qu'aujourd'hui, etc. Et la thèse de Quentin Meillassoux, c'est que l'absolu, le fond du réel, c'est la contingence. On va tâcher de comprendre cela. Alors, Quentin Meillassoux part du problème classique du réalisme, c'est-à-dire la question suivante. Avons-nous accès à quoi que ce soit de pleinement réel, c'est-à-dire qui n'est pas créé par notre esprit ou déformé par notre esprit ? Quentin Meillassoux remarque qu'on croit souvent la réponse suivante, qui est la réponse de la corrélation. C'est quoi cela ? Eh bien, je cite l'auteur. C'est l'idée selon laquelle nous n'avons accès qu'à la corrélation de la pensée et de l'être. La pensée et du réel, si vous voulez, et jamais à l'un de ces termes pris isolément. Fin de citation. Ce que Meillassoux appelle donc le corrélationnisme, c'est effectivement central dans la philosophie moderne, puisque Quentin Meillassoux voit du corrélationnisme chez Kant, mais aussi chez certains phénoménologues. Effectivement, il est difficile de nier que l'histoire des idées est dorénavant post-kantienne et marquée par la philosophie de la connaissance de Kant. C'est cela que j'entends. La philosophie de la connaissance de Kant étant effectivement en quelque sorte corrélationniste, comme on le rappellera bientôt. Mais quelque chose vient désormais inquiéter le corrélationnisme, nous dit Quentin Meillassoux. Et c'est la science qui vient l'inquiéter. Je cite, « La science expérimentale est aujourd'hui capable de produire des énoncés concernant des événements antérieurs à l'avènement de la vie comme de la conscience. » Fin de citation. Bon, qu'est-ce qu'il a en tête ? Eh bien, par exemple, on peut retrouver des squelettes de dinosaures qui, évidemment, précèdent l'apparition de l'humain et de la conscience humaine. Alors, problème, comment en saisir le sens ?
Cela semble être la preuve que le monde existait avant qu'une quelconque conscience ne soit corrélée au monde, avant qu'une quelconque conscience réflexive apparaisse, une conscience de soi. Donc le monde ne serait pas forcément lié à la conscience pour être. On retrouverait un en soi, un absolu, un grand dehors, qui est précisément ce qui existait avant l'humain. Alors, que répondent les corrélationnistes à ce problème? Il y a deux possibilités. Je cite Quentin Meillassoux, le métaphysicien du corrélat éternel pourra soutenir l'existence d'un témoin ancestral, un Dieu attentif, faisant de tout événement un phénomène, un donné A, cet événement fut-il la formation de la Terre ou même de l'univers. Fin de citation. Alors ici, Quentin Meillassoux a en tête la thèse de Berkeley, ce philosophe irlandais idéaliste. Selon Berkeley, toute chose est phénomène pour un esprit qui perçoit, et lorsqu'il n'y avait pas encore d'humain sur Terre, eh bien, tout simplement, les choses étaient grâce à une super conscience, un super esprit qui percevait à notre place, dans l'attente que nous apparaissions, et cet esprit, ce super esprit, si j'ose dire, c'est Dieu. Alors, Quentin Meillassoux ne va pas s'attarder sur cette interprétation. Voyons donc l'autre possibilité pour le corrélationniste, pour répondre au problème, notamment des fossiles de dinosaures que j'évoquais tout à l'heure. Prenons l'énoncé suivant, nous dit Quentin Meillassoux. L'événement X s'est produit tant d'années avant l'émergence de l'homme. Eh bien, Quentin Meillassoux nous dit que le corrélationniste ici va tout simplement ajouter à la fin de cette phrase « pour l'homme » et même « pour l'homme de science ». Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, pour l'homme qui s'y connaît sur les dinosaures. Donc on aura, je reprends l'énoncé, l'événement X s'est produit tant d'années avant l'émergence de l'homme, pour l'homme. Pour toujours ce pour soi, pour l'homme de science. Donc en fait, cet événement, par exemple, la formation de la Terre, ne serait pas arrivé véritablement avant la conscience humaine, mais ce serait la conscience humaine d'aujourd'hui qui ouvrirait un passé jusqu'à présent resté fermé. Ce serait, je cite, le donné présent qui rétrojette un passé. L'idée d'un passé rétrospectif. Mais cette interprétation est évidemment intenable, nous dit Quentin Meillassoux, puisqu'il faut poser alors aux corrélationnistes la question suivante, je cite, « La création de la Terre, la formation de la Terre, a-t-elle eu lieu, oui ou non ?» En un sens, oui, répondra-t-il, puisque les énoncés scientifiques qui indiquent un tel événement sont objectifs, c'est-à-dire sont vérifiés de façon intersubjective. Je me permets de rajouter ici, il y a un consensus scientifique, c'est cela que ça signifie, je reprends. Mais en un sens, non, ajoutera-t-il, puisque le référent de tels énoncés, ici c'est la formation de la Terre, ne peut avoir existé à la façon dont il est naïvement décrit, c'est-à-dire comme non corrélé à une conscience. Fin de citation. Alors, ce non est intenable. Nous dit Quentin Meillassoux, on ne peut plus sérieusement parler de l'apparition de la conscience humaine sur Terre si l'on est incapable d'imaginer un moment qui précède cette apparition, c'est-à-dire un moment où il n'y avait aucun sujet pensant sur Terre et que la Terre existait bel et bien. Bref, dire que le passé se met à exister pour moi actuellement, c'est tuer le passé, c'est construire un présent du passé pour parler comme Augustin. Mais ce présent du passé est mis en difficulté par la pensée d'une époque de la Terre qui précède tous les humains
et dont on a les traces indiscutables à travers des fossiles. Dès lors, l'objectif de Quentin Meillassoux est le suivant, je le cite, « Nous devons saisir comment la pensée peut accéder à un absolu, à un être délié, sens premier d'absolutus. » Bon. C'est-à-dire séparé de la pensée. Fin de citation. Autrement dit, l'en soi, la chose en soi, on est mis au défi, en tout cas, par ce problème que Quentin Meillassoux appelle le problème de l'ancestralité. Bref, les fossiles de dinosaures, toutes ces traces d'un passé pré-humain, Conscience humaine. Et donc, cherchons cet absolu en prenant au sérieux ces découvertes scientifiques. Cet absolu, pour Quentin Meillassoux, ne sera pas celui de Platon ou de Leibniz, mais il va proposer une nouvelle approche de l'absolu où rien en particulier n'est absolu, ni un dieu, ni une substance. Ce qui va être absolu, c'est la contingence. Je cite la thèse défendue par Quentin Meillassoux. Nous devons saisir que l'absence ultime de raison, ce que nous nommerons l'irraison, est une propriété ontologique absolue. Fin de citation. Cette irraison absolue va être liée au concept de contingence. Quelle est l'argumentation pour défendre cette thèse ? C'est là, les amis, qu'il faut accrocher vos ceintures. D'abord, Quentin Meillassoux fait un rappel sur Kant. Chez Kant, dans sa philosophie de la connaissance, d'un côté, il y a le pour soi, le phénomène, ce qui nous apparaît à nous, sujets, pensants et percevants. Et d'autre part, il y a une chose en soi, qui est non connaissable pour Kant. Donc en ce sens, Kant est corrélationniste, mais qui est pensable pour Kant. Pourquoi ? Eh bien, puisqu'il doit bien y avoir une chose qui se phénoménalise. Par exemple, pour qu'un gâteau puisse avoir le goût de la vanille pour moi, il faut bien qu'il y ait un gâteau extérieur à moi, à partir duquel je reçois la sensation de vanille. Problème, une chose en soi qui est pensable, mais qui n'est pas connaissable. Très bien, mais faut-il dire qu'elle existe alors ? Ou qu'elle n'existe pas ? De prime abord, on peut montrer qu'elle ne peut pas exister, à travers ce que Quentin Meillassoux appelle le corrélationnisme fort. Et si vous voulez, c'est l'argument de Berkeley, que je résume ainsi. Si je pense qu'une chose en soi existe, qu'une chose indépendante de ma pensée existe, alors j'y pense. Donc elle n'est pas indépendante de ma pensée. Toutefois, si au contraire, je suis sûr qu'elle n'existe pas, remarque Quentin Meillassoux, si je suis sûr que la chose en soi n'existe pas, alors, à travers ma pensée, j'ai accès à tout. Je ne manque de rien. Je connais la totalité de ce qui est. Et cette totalité, par définition, inclut l'absolu, ou peut-être est l'absolu. Et ça embête le corrélationniste, qui se veut être une pensée de la finitude. Et c'est là qu'on comprend le titre de l'ouvrage, Après la finitude. Qui se veut être une pensée de la finitude, une pensée du manque, une pensée percée, si j'ose dire. Le corrélationniste ne veut pas de ce geste qui consiste, pour parler comme Quentin Meillassoux, à absolutiser la corrélation. Le corrélationniste veut sortir de la pensée de l'absolu, ce qui, soit dit en passant, laisse la porte ouverte à toutes les théories et toutes les croyances en philosophie, ce que regrette Quentin Meillassoux. Je ferme la parenthèse. Alors que fait le corrélationniste ? Bien tout simplement, il nous dit il est possible qu'une chose en soi existe.
C'est notamment ce que dira le corrélationniste au sujet de la mort. Cette situation où mon cadavre serait sans plus pouvoir penser. Cette situation où le monde continuerait d'exister sans ma pensée. Le corrélationniste dira « je ne peux pas me penser comme mort », puisque lorsque je suis mort, je ne pense plus. Il reprend ici ce que pourrait dire quelqu'un comme Berkeley ou, plus connu encore, Épicure. La mort n'est rien pour moi, car quand je suis mort, je ne suis plus. Très bien, je ne peux pas me penser comme mort, dit le corrélationniste, mais le corrélationniste ajoute, je cite Quentin Meillassoux, « Je ne puis penser aucune cause qui interdit cette éventualité. » Bref, c'est possible. Pour échapper à l'absolu, le corrélationniste dit au sujet de l'en-soi, de la chose en soi, « T'es bien crouilli, t'es bien kno. » Alors ici, Quentin Meillassoux est d'accord avec le corrélationniste à une différence près très importante. La contingence qu'il met en lumière n'est pas signe d'une ignorance, mais d'un véritable savoir. C'est le passage fondamental du livre que je vous cite. Nous touchons ici au point fondamental. Si vous affirmez que votre scepticisme envers toute connaissance de l'absolu repose sur un argument, et non sur une simple croyance ou opinion, alors vous devez admettre que le nerf d'un tel argument est pensable. Fin de citation. Autrement dit, vous ne pouvez pas véritablement douter de l'absolu sans penser l'absolu de votre doute. Un renversement de situation qui rappelle ce que fait Descartes avec le cogito, comme certains d'entre vous auront peut-être remarqué. Une autre citation de Quentin Meillassoux, « Vous ne pouvez différencier l'en soi et le pour nous qu'à ce prix, dire qu'on peut penser l'absoluité du possible de toute chose. » Fin de citation, c'est-à-dire l'absoluité de la contingence qu'il fallait démontrer. Autrement dit, il est au moins nécessaire que rien ne soit nécessaire. Pour dire tout est contingent, il faut ajouter sauf le fait que tout est contingent. Donc, nous arrivons au point où nous voulions arriver, toute chose est nécessairement contingente. Vous auriez pu ne pas naître, vous auriez pu naître ailleurs, même les lois de la physique auraient pu être différentes et pourront être différentes plus tard. Sur ce point, Meillassoux va repartir de Hume. Alors pour finir, au sujet des lois physiques, Quentin Meillassoux va ouvrir un nouveau problème. Je le cite. « Nous devons nous demander comment expliquer la stabilité manifeste des lois physiques si celles-ci sont supposées contingentes. » Fin de citation. Alors, notez bien, pas leur nécessité, ça c'est impossible, nous venons de le voir, mais leur stabilité. Concrètement, comment comprendre que l'eau bout à 100 degrés au niveau de la mer aujourd'hui, exactement comme il y a 100 ans, exactement comme il y a 200 ans, etc. Quentin Meillassoux répond que ce fait de l'ébullition de l'eau dans telles conditions pourrait bel et bien changer. On pourrait toutefois rétorquer la chose suivante. Comme cette loi n'a pas changé, et cela depuis longtemps, il est probable que cette loi ne changera jamais, bref, qu'elle est nécessaire et non pas contingente. Quentin Meillassoux va critiquer ce raisonnement probabiliste. En mobilisant la théorie des ensembles de Cantor, je vais passer sur ce point encore une fois. Le but de cet exposé n'est pas d'être exhaustif. Certains auditeurs auront peut-être déjà reconnu que ce raisonnement, à savoir le passage d'une fréquence élevée à un toujours, est une induction, et que toute induction est fragile.
elle comporte un saut de la fréquence élevée à ce toujours. Elle fait aussi fi des ruptures au sein de l'histoire des sciences qui vont parfois jusqu'à remettre en question ce que nous croyons être éternel au niveau des faits eux-mêmes. Donc, rappelons la conclusion de Quentin Meillassoux. L'en-soi ou l'absolu, c'est la contingence ou l'irraison. Alors, ce livre, à mes yeux, n'est pas sans défaut. Son usage de la philosophie des mathématiques m'a laissé perplexe. Je n'ai d'ailleurs pas parlé de sa tentative de voir dans les propriétés mathématisables des objets quelque chose d'absolu. De plus, l'enquête du livre reste finalement assez ouverte et dans l'attente d'une suite qu'on attend toujours depuis bientôt 20 ans, ce qui n'est pas très rassurant. Toutefois, vu la complexité de l'ouvrage, c'est possible que ce soit moi qui n'ai pas saisi tous les tenants et aboutissants de ce livre, dont je vous laisse élaborer votre propre avis. J'essaierai de faire juste après une vidéo sur un livre qui me semble encore plus important, d'une grande originalité et d'une grande force, alors qu'il est très peu connu, donc restez connectés. À bientôt.